République démocratique du Congo, les combats entre les FARDC et les rebelles du M23 ont repris ce matin à Kibati, au nord de Goma. La trêve n'aura donc duré qu'un week-end. Les analystes sont nombreux à craindre une régionalisation de la crise, notamment en raison des accusations réciproques entre le Rwanda et la RDC. Kigali dénonce la possible implication des FDLR, le Front démocratique pour la libération du Rwanda, aux côtés des FARDC, et en face, la RDC accuse le Rwanda de soutenir les rebelles du M23. Le point avec Primo Pascal Rodaigua, correspondant de la Voix de l'Amérique à Goma, dans l'est de la RDC. Un récent rapport des experts des Nations Unies a dénoncé la présence des FDLR aux côtés des FARDC, mais certains acteurs politiques congolais doutent toujours de la crédibilité de ce rapport. Le député national de l'opposition, Juvenal Monubo, réagit à ces sujets. Nous savons tous que les FDLR n'ont pas un passé qui est bon avec le génocide au Rwanda, et donc ça ne serait pas un motif de fierté. Moi, en tant qu'acteur, je ne pourrais pas encourager cela si les faits sont avérés que les FDLR se trouveraient aux côtés des FARDC. Ce rapport des experts des Nations Unies a par contre sous-estimé ces derniers temps l'appui du Rwanda au M23, mais le gouvernement congolais ne cesse de hausser le ton. Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu. Où est-ce qu'aujourd'hui le M23 tire toutes les munitions, toutes les bombes qui retentissent sur la ligne de front? Où est-ce qu'il tire tout cet armement lourd qu'il utilise? Or, avec les combats qu'il y avait eu à l'intérieur du M23 entre l'El Bosco et l'El Makenga, on pouvait s'imaginer que l'épée de munitions dont il disposait, c'était terminé à cette époque-là. Le Rwanda a accusé récemment les FARDC d'avoir largué des bombes sur son territoire et qualifie cet acte d'une provocation. Julien Paluku minimise pourtant ces accusations et parle d'une fausse alerte. Nous avons suivi récemment la déclaration du porte-parole de l'armée rwandaise qui a dit clairement que les bombes qui sont tombées sur le territoire rwandais sont venues de la zone contrôlée par les forces du gouvernement. Comment lui qui est à Kigali, comment lui qui est supposé être chez lui dans son territoire, peut déjà indiquer que les bombes qui sont tombées chez lui sont venues de la partie gouvernementale, alors que tout le monde sait que c'est le M23 qui fait frontière avec les Rwandais. C'est pas la zone des FARDC qui fait frontière avec les Rwandais. C'est la partie contrôlée par les M23 qui fait limite avec la localité de Gashizi qui a été citée. Cette crise de l'Est de la RDC peut-elle prendre une allure régionale? Certains analystes politiques ne rejettent pas cette thèse. Juvenal Monubo. La guerre peut prendre une allure régionale si les acteurs de la sous-région restent dans la méfiance, dans l'hypocrisie. Il y a donc des efforts qui doivent être menés sur le plan interne, il y a des efforts qui doivent être menés sur le plan sous-régional et les efforts qui doivent être menés sur le plan international. Il ne faut pas minimiser. Minimiser cette crise, effectivement, peut faire en sorte que cette crise prenne des proportions beaucoup plus grandes et que ça se généralise. Pour le président du M23, Bertrand Bissimois, les ténors de cette thèse veulent inviter les voisins dans la guerre pour inhiber la vraie cause nationale de ce conflit. Goma, Primo Pascal Rodaigua, la Voix de l'Amérique. Et nous restons dans l'est de la RDC où 17 personnes ont été enlevées ce week-end sur la route reliant l'Ituri à Béni. Pour en savoir plus, j'ai contacté Nikesbel Beloka, notre correspondant à Béni. Bon, on n'en sait pas très grand-chose, sauf que ces personnes enlevées venaient de la province orientale donc de l'Ituri, Bunia, pour Béni. Alors, ils ont été enlevés administrativement dans le territoire d'Irumu, c'est-à-dire le territoire du district de l'Ituri, mais géographiquement parlant, c'est dans Béni. Donc, à quelques kilomètres de la frontière entre la province orientale et Béni, ils ont été enlevés et puis on les a conduits dans la forêt jusqu'à ce jour. Il n'y a pas de revendication et personne d'entre elles n'a été relâché. Et toutes ces personnes étaient dans un bus, n'est-ce pas? Ils étaient dans un véhicule de marque Mitsubishi Fuso. On appelle ça communément ici Fuso. Donc, des camions ou des camions bâchés, pratiquement. Sait-on qui est à l'origine de ces enlèvements? Il est difficile
de donner le nom exact du groupe armé parce que à ce niveau-là, vous avez 3 groupes armés qui opèrent. Les EDF, donc les rebelles ougandais qui sont au Congo, vous avez les Mai Mai et puis vous avez les forces de Cobra Matata à partir de l'Ituri. Alors ces 3 groupes armés, des fois, opèrent en coalition, en complicité parce que l'espace en question, c'est une forêt, il y a du bois, il y a de l'eau. Il est difficile de savoir lequel de ces 3 groupes armés a procédé à l'enlèvement de ces 17 personnes. En tout cas, ce que l'on remarque, c'est que les enlèvements de ce genre sont fréquents dans la région. Oui, les enlèvements sont très très fréquents. Et on a dénombré plus de 500 enlèvements depuis l'année 2010 jusqu'à ce jour. Le plus médiatisé, c'est l'enlèvement de 3 prêtres catholiques assomptionnistes qui jusqu'à aujourd'hui ne sont jamais rentrés depuis le 19 octobre 2012. Donc les enlèvements sont fréquents. Sait-on quel est l'objectif de ces enlèvements? Le premier serait de gonfler les milices. Au lieu de recruter, on enlève des gens, on les soumet à des entraînements et puis ils deviennent pratiquement des milices. Généralement, c'est ce qui est quand même paradoxal. Il n'y a pas de rançon, on ne demande rien et parce que si c'était pour la rançon, on demanderait des rançons. Mais jusqu'à ce jour, on ne demande pas de rançon. Quand on enlève les gens comme ça, on pille leurs biens, on prend tout ce qu'ils avaient sur eux et puis ils partent avec. Et on croit savoir que c'est plus pour gonfler les effectifs des milices armées. Mais pratiquement, il n'y a personne qui rentre pour dire ce qu'on fait de toutes ces personnes enlevées. C'était Nikez Belbeloka, notre correspondant à Béni. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La mission de l'ONU pour la stabilisation en République démocratique du Congo, gravement alarmée par des exactions présumées imputées à la rébellion du M23, active, vous le savez, dans le Nord Kivu. Un constat qui justifie l'appel du gouverneur de la localité à la Cour pénale internationale à se saisir de la situation qui prévaut justement dans sa province. Julien Paluku évoque notamment des exactions, arrestations et pillages commis par les rebelles du M23. Nous l'écoutons au micro de nos confrères de la Radio Kapi. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'actes de violence, d'assassinats, de meurtres qui sont commis à Kiwanja. C'est très très dommage que cela se fasse sous la barbe de tout le monde. Et le message que je lance au M23, c'est de dire à tous ces enfants qui sont encore utilisés sur la ligne de front, de chercher les lieux les plus sûrs, soit dans une des bases de la MONUSCO, soit aux côtés des unités de FARDC, pour quitter définitivement ces mouvements. Parce que ces mouvements n'est là que pour les amener à la mort inutilement. Les derniers rappels que je lance, je les destine à la Cour pénale internationale. Comment expliquer que la Côte d'Ivoire, dont la crise est vieille seulement de 2 ans, déjà la procureure auprès de la CPI y est déjà arrivée pour enquêter et il y a des gens qui sont aux arrêts. Pourquoi la crise de l'Est ne préoccupe pas la Cour pénale internationale alors qu'elle est vieille de 20 ans? Bosfantaganda s'il est à la haie aujourd'hui, c'est pour des crimes qui sont commis en Ituri. Nous voudrions voir la CPI déployer ses agents à l'Est de la RDC pour enquêter sur les crimes, que la CPI sorte des mandats d'arrêt contre des acteurs internationaux et nationaux et de cette façon, je pense que ce sera la fin de la crise. Info zapping du mardi. Démocratique du Congo, alors que les combats ont repris entre les FARDC et le M23 hier, la question est relancée à Kinshasa sur le rôle de la brigade d'intervention de l'ONU qui doit en principe traquer tous les groupes armés dans l'Est. Certains acteurs politiques ou de la société civile estiment qu'il faut faire la différence entre le M23 et les groupes d'autodéfense populaire qui avaient été créés à l'époque par Laurent Désiré Kabila. Cyril Milandou est le correspondant de La Voix de l'Amérique dans la capitale congolaise. Voici son reportage. L'ancien leader d'un groupe armé du Nord Kivu, Didier Bitaki, pense que le vocable groupe armé est mal défini et très mal compris. À son avis, la résolution 2098 du Conseil de sécurité de l'ONU place en tête de l'ensemble des déstabilisateurs de l'Est de la RDC le M23. Il soutient qu'il y a une différence à faire entre les forces rebelles, ennemies de la République, et les groupes armés qui avaient pris la relève des forces armées congolaises lorsqu'elles étaient en difficulté. Le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, n'est pas de cet avis. Quand on tue les gens, on ne peut pas s'appeler force positive. C'est-à-dire qu'il s'agisse des Mai Mai, des M23 et de tous les autres, on n'est pas en droit de les appeler forces positives. Ce sont des forces négatives. Et la brigade est là pour nettoyer la région de toutes ces forces-là. Vital Kamerhe, qui a dirigé le processus de paix à l'époque, partage le point de vue. Il faut une solution politique pour amener un minimum de cohésion dans le pays pour assurer le plein succès des opérations. On pourra alors proposer aux groupes armés congolais qu'il ne faut pas confondre le Mai Mai qui avait été créé par Mzee Laurent Désiré Kabila avec
que vous vous rappelez encore les forces d'autodéfense populaire. Et puis on a demandé à tout le monde là où il est de défendre le territoire national. Et après on les a abandonnés à leur triste sort. On a favorisé d'autres groupes armés. Mais vous allez les traquer comment? Parce que vous ne savez même pas à quel moment ils sont, à quel endroit. On connaît leur leadership parce que c'est répertorié par la MONUSCO. Le président de la société civile du Nord Kivu déclare que le travail de la sécurisation des populations et de leurs biens revient à l'État à travers ce service. Thomas Dakem-Mouiti. C'est-à-dire que ces groupes armés-là doivent cesser de travailler et nous sommes en train d'y travailler nous-mêmes pour leur dire, cette fois-là, il y a des gens qui viennent faire ce que vous êtes en train de revendiquer, donc vous devez disparaître. Ce que nous sollicitons tout simplement aux partenaires, c'est de nous accompagner pour savoir qu'est-ce que ces jeunes-là deviennent après s'être démobilisés, après avoir déposé les armes. Kinshasa, Cyril Milando. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le pape François a affirmé que les personnes homosexuelles ne devraient pas être marginalisées et doivent être au contraire intégrées dans la société. Que pensent les habitants de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, des déclarations du pape? Réaction. Dieu, quand il a créé l'homme, il l'a créé à son image, il l'a aimé tendrement. Donc je soutiens le pape François quand il a dit de ne pas discriminer les homosexuels. Bon, ici au Congo, ils ne sont pas bien perçus quand ils sont de passage au niveau de la ville, on leur jette même des pierres. Ce n'est pas bon, ils ont droit aussi à la vie. Dans la société congolaise, la majorité de la société n'est pas prête à accueillir les homosexuels. Plusieurs personnes ne comprennent pas encore comment on peut avoir de telles orientations sexuelles et donc pour qu'on l'intègre en RDC, c'est pratiquement impossible en ce moment. Donc en gros, vous pensez que ça sert à rien, que le pape est à côté de la plaque? Oui, au Congo en tout cas, il est à côté de la plaque. Il ne peut pas être entendu, surtout à Goma, non. Il ne peut pas. On voit les homosexuels comme des personnes qui, un peu comme les démons ou qui souffrent de la démence ou bien des personnes qui ont une petite folie et non pas de personnes normales. Je ne suis pas d'accord, surtout que je suis un Africain. Et pour nous en Afrique, bon, nous avons difficile à accepter ça. Par contre, il faut l'interdire, il faut bannir. Donc les intégrer dans la société, c'est en quelque sorte les accepter. Mais chez nous, les Africains, c'est vraiment difficile. Propos recueillis ou réactions recueillies à Goma par notre envoyé spécial Maud Julien. Vous écoutez BBC Afrique en Tunisie. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Les attaques contre les médias en République démocratique du Congo. 4 journalistes ont été passés à tabac par des policiers. L'incident s'est produit à Kolwezi alors que les journalistes filmaient l'éviction forcée d'une famille. En plus de les tabasser, la police aurait braqué des armes sur les journalistes pour les contraindre à cesser de réaliser leur reportage. L'organisation congolaise Journalistes en danger condamne l'agression et le mauvais traitement infligé aux journalistes de la radio-télévision Manika et de la radio-télévision Palmier, médias privés mettant à Kolwezi à environ 300 km de Lubumbashi. Même son de cloche du côté de l'Observatoire des libertés de la presse en Afrique. Nous écoutons Joseph Alain Kabongo, secrétaire exécutif de cette organisation. Ils ont subi un traitement cruel de la part des agents de la police au moment où ils effectuaient des reportages sur un déguerpissement. Et les agents de la police les ont battus avant de confisquer leurs caméras. L'un d'entre eux a été amené urgemment à un centre hospitalier. Les premiers réflexes d'un caméraman, quand il a des problèmes, il recourt facilement aux journalistes qui l'accompagnent sur terrain. Et les policiers qui se sont aperçus que les caméramans n'étaient pas tels, ils ont brutalisé les autres journalistes. Mais ce qui les attire souvent, c'est la caméra. Ils s'en sont d'abord pris aux caméramans, mais ce sont les caméramans qui ont suivi beaucoup plus. Quelle est la position de l'Observatoire vis-à-vis de ce genre d'attaque? Quand on sait qu'un journaliste vient faire son travail et tout d'un coup on se met à les tabasser, à confisquer le matériel, finir directement les agents de presse qui viennent suivre les dossiers. C'est une information qui pouvait intéresser la population et que les journalistes qui avaient décliné leur identité, on ne pouvait pas s'en prendre à eux avec une telle méchanceté.
Donc nous estimons que c'est un problème de formation des agents de police. Nous estimons que ce sont des actes qui ne peuvent pas être tolérés dans un État qui se réclame comme un État démocratique. On devrait laisser quand même les gens faire leur travail tranquillement et paisiblement. Sait-on pourquoi la police les a ainsi attaqués? Dans notre pays, nous avons un problème. La police devrait être formée lors des mouvements de protestation ou lorsqu'il faudrait communiquer avec les citoyens. La police a toujours pris position comme une police de bourreaux, totalement répressive. L'autorité devrait penser à former la police. Est-ce que ces journalistes ont porté plainte? Oui, la télévision Palmier a porté plainte pour réclamer l'arrestation de la caméra et la répression des actes commis par les policiers. Avec la lenteur judiciaire, nous nous demandons si cette plainte pourra aboutir. Joseph Alain Kabongo, secrétaire exécutif de l'Observatoire des libertés de la presse en Afrique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Information en République démocratique du Congo, deux journalistes congolais copieusement bastonnés aujourd'hui par la police de Kolwezi dans le sud-est du pays alors qu'ils filmaient l'expulsion d'une famille par les forces de l'ordre. L'annonce est de l'ONG congolaise Journalistes en danger qui estime par ailleurs que l'année 2012 a été une année record en termes d'atteinte à la liberté de presse en RDC. La République démocratique du Congo encore, où la MONUSCO se dit gravement alarmée par les exactions présumées imputées aux rebelles du M23 dans le nord Kivu. Le gouverneur de cette province qui invite la Cour pénale internationale à se saisir de la situation qui prévaut dans la région marquée par les arrestations et des pillages commis sur les populations civiles. Julien Palaco, que nous écoutons sur des propos recueillis par nos confrères de la radio Okapi. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'actes de violence, d'assassinat, de meurtres qui sont commis à Kiwanja. C'est très très dommage que cela se fasse sous la barbe de tout le monde. Et le message que je lance au M23, c'est de dire à tous ces enfants qui sont encore utilisés sur la ligne de front, de chercher les lieux les plus sûrs, soit dans une des bases de la MONUSCO, soit aux côtés des unités de FARDC, pour quitter définitivement ces mouvements. Parce que ce mouvement n'est là que pour les amener à la mort inutilement. Les derniers rappels que je lance, je les destine à la Cour pénale internationale. Comment expliquer que la Côte d'Ivoire, dont la crise est vieille seulement de 2 ans, déjà la procureure auprès de la CPI y est déjà arrivée pour enquêter et il y a des gens qui sont aux arrêts. Pourquoi la crise de l'Est ne préoccupe pas la Cour pénale internationale alors qu'elle est vieille de 20 ans? Boswantaganda s'il est à la haie aujourd'hui, c'est pour des crimes qui sont commis en Ituri. Nous voudrions voir la CPI déployer ses agents à l'Est de la RDC pour enquêter sur les crimes, que la CPI sorte des mandats d'arrêt contre des acteurs internationaux et nationaux et de cette façon, je pense que ce sera la fin de la crise. Et cette nouvelle des dernières minutes, justement, en rapport avec la République démocratique du Congo, l'ONU qui donne 48 heures aux rebelles du M23 pour quitter la ville de Goma, sans quoi les Nations Unies feront usage de la force. La nouvelle brigade d'intervention des Nations Unies qui va donc être déployée pour la première fois afin de venir en aide à l'armée de la RDC pour instaurer une zone de sécurité dans la ville de Goma, menacée, vous l'avez entendu, ces dernières semaines par les rebelles du M23. Info zapping du mercredi. Réel informel à New York, suite au débat du Conseil de sécurité sur la région des Grands Lacs. Les participants, dont divers hauts responsables burundais, congolais, rwandais, ougandais, sud-africains, ont passé en revue les récents développements dans l'est de la République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Dans un communiqué, ils ont noté le soutien massif à l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région, exprimé par le Conseil de sécurité. Mais voilà, vu que la violence subsiste dans l'est de la RDC, ils ont quand même reconnu que les objectifs de l'accord cadre ne peuvent pas être atteints. Ils ont donc exprimé leurs préoccupations en soulignant la nécessité de faire cesser les hostilités. Lundi, l'armée congolaise a repris le contrôle de Kambo dans la province du Nord Kivu aux miliciens Mai Mai Simba de Paul Sadala alias Morgan, qui occupait cette localité depuis la matinée. On écoute le colonel Olivier Ramouloui, porte-parole des FARDC dans la province du Nord Kivu. This
D'ici le début des après-midi, les FARDC sont allés à l'assaut, on les a tous repoussés, ils se sont encore dispersés dans la forêt et on les a infligé même des pertes humaines et ils sont morts à plus de 3 et nous avons même récupéré quelques armes. Donc maintenant la situation est réglée et Kambaou est sécurisé et contrôlé par les forces régulières. Oui, les Maïmaï n'ont fait que 2 heures du temps dans cette cité-là. Les attaques de ce type sont fréquentes dans la région. Oui, c'est récurrent au niveau, que ce soit au niveau de Walikale, que ce soit au niveau de Beni. Tout récemment, il y avait les EDF Nalu à Kamango, mais les FARDC maîtrisent très bien la situation et même les populations qui commençaient déjà à se déplacer, ils ont commencé à regagner leur milieu d'origine. C'est déplorable pour les fils du pays qui s'adonnent à ce genre d'activité. C'est pourquoi nous les appelons chaque jour à déposer les armes et à laisser les enfants qui sont enrôlés dans leur rang d'aller faire le travail de l'école et de laisser aussi d'autres combattants, de déposer les armes et de rejoindre la vie normale, de se faire démobiliser et d'aller faire les champs, d'aller faire la menuiserie, d'aller faire n'importe quelle autre activité que de s'adonner à martyriser leurs propres confrères qui sont les Congolais. Le colonel Olivier Hamouloui, porte-parole des FARDC dans la province du Nord Kivu, il était joint par Morgan Guiriac. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Démocratique du Congo, les détenteurs d'armes de guerre dans la ville de Goma ont jusqu'à demain pour les déposer. La MONUSCO, la mission de l'ONU dans le pays, a tracé un périmètre sécuritaire autour de la capitale de la province du Nord Kivu en donnant hier un ultimatum de 48 heures qui expire demain, 1er août, à 16h. Le commandant de la brigade spéciale de l'ONU, le général Carlos Alberto dos Santos Cruz, met en garde quiconque ne se soumettrait pas à l'ordre de ces hommes. À compter de mardi 30 juillet à 16h, un délai de 48 heures sera accordé à toute personne dans la région ne faisant pas partie des forces de sécurité nationale pour rendre son arme dans une base de la MONUSCO. Dépassé jeudi 1er août à 16h, les dites personnes seront considérées comme une menace imminente à la population civile et la MONUSCO prendra toutes les mesures nécessaires, y compris l'usage de la force, pour les désarmer conformément au mandat et aux règles d'engagement de la mission. Le commandant de la brigade spéciale de l'ONU au Congo, le général Carlos Alberto dos Santos. Que pensez-vous de cet ultimatum de la MONUSCO aux combattants du M23? Ce sera le thème de votre débat en direct à 7h45 TU. La suite, Enondri. La suite, c'est qu'après l'ultimatum de la MONUSCO, le M23 a estimé que la position de ses troupes respecte un certain nombre de résolutions relatives au processus de paix en cours. Le président du M23, Bertrand Bissimois, a été joint au téléphone par Godlove Kamwa. D'abord, nous ne sommes pas saisis officiellement de cet ultimatum de la MONUSCO. De deux, vous devez savoir que les positions que nous occupons actuellement au nord de Goma, ce sont des positions que nous occupons dans le cadre de la résolution des chefs d'État de la région. Je crois que l'UNIR doit être faite par la MONUSCO s'il s'agit de ces positions-là dont il parle, ou bien il s'agit de nouvelles positions qu'il croirait que l'M23 contrôle. Nous ne contrôlons pas d'autres positions que celles qui nous sont reconnues par la résolution ou les recommandations des chefs d'État de la CIRGEL qui avait été faite le 4 novembre 2012 lorsqu'on nous avait demandé d'aller à 20 km la ville de Goma, et c'est là où nous sommes. Toute personne ne faisant pas partie des forces de sécurité et possédant une arme à feu à Goma sera considérée comme une menace imminente pour les civils. Allez-vous désarmer vos troupes? Bien, nous pensons que nous ne sommes pas concernés par cette décision-là. Et nous sommes dans un processus, et vous savez que les Nations Unies ont demandé à toutes les deux parties au conflit en République démocratique du Congo de rentrer à Kampala pour continuer les négociations. Donc nous sommes dans ce processus-là de paix. Alors qu'adviendrait-il, puisque vous êtes au nord de Goma, seriez-vous prêt à affronter la MONUSCO sur le terrain? Écoutez, nous n'avons pas des intentions d'affronter les Nations Unies. Ce n'est pas ça notre intention. Si nous sommes au niveau de 20 km de la ville de Goma, nous occupons des positions qui nous ont été reconnues. La MONUSCO doit devoir nous dire si sa décision est à l'encontre de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Les négociations au point mort ne sont-elles pas en voie d'échouer? C'est vous qui le dites. Ni le gouvernement congolais ne l'a dit. Le processus est en cours, il connaît un break, mais cela ne signifie pas que les négociations ont échoué. Que ce soit nous, que ce soit le gouvernement congolais,
Personne n'a dit qu'il quittait la table de négociation. Quelle est donc la mesure à prendre pour arrêter les hostilités? Bien, la seule façon d'arrêter les hostilités, nous l'avons dit, c'est de commencer par signer un accord de cessez-le-feu entre nous et le gouvernement congolais. La deuxième chose, c'est les négociations de Kampala, de manière à ne pas faire la complaisance. Il faut que nous traitions des causes profondes du conflit. Et c'est cela la recommandation de la Nations Unies. Je ne sais pas si la MONUSCO va outre les Nations Unies, les régions des Nations Unies, je ne sais pas. Mais au moins, je constate que les Nations Unies appuient le processus de paix qui est en cours au Congo. Le président du M23, Bertrand Bisimwa, Nairobi. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. De la région des Grands Lacs réunis à Nairobi appelle à une plus grande coopération pour rétablir la paix en République démocratique du Congo, alors que l'on continue d'accuser ses voisins d'ingérence dans ses affaires. Pendant ce temps, dans l'est du Congo, la MONUC accentue les pressions sur les rebelles du M23 en leur lançant hier un ultimatum de 48 heures. Nous aurons la réaction du président du M23 dans un instant, mais d'abord avec Michel Joseph, un compte-rendu du sommet de Nairobi. Pour les dirigeants rassemblés dans la capitale kenyane, il s'agit d'approfondir les acquis de l'accord-cadre signé par les membres de la CIGRL en février dernier. Parmi les engagements pris à cette occasion pour faire avancer les efforts de paix dans la région, la non-immixtion dans les affaires intérieures des pays voisins. Mais, selon les Nations Unies, des organisations de défense des droits de l'homme et certains pays occidentaux, le Rwanda et l'Ouganda continuent d'appuyer des groupes armés dans l'est de la RDC, y compris le M23. La représentante spéciale des Nations Unies pour les Grands Lacs, Mary Robinson, a dit espérer que le sommet de Nairobi permettra aux participants de mettre fin à ce genre de soutien. Les activités de soutien aux groupes armés par différentes parties signataires de l'accord-cadre sont contraires à l'esprit et à la lettre de cet accord et doivent prendre fin, a souligné Mme Robinson. Kigali et Kampala ont toujours démenti appuyer les rebelles congolais. Le président ougandais Yoweri Museveni, président en exercice de la CIGRL, a déclaré qu'il incombait au gouvernement congolais de mettre un terme à l'insécurité dans le pays. Malheureusement, la RDC n'a pas créé une armée pour exercer un contrôle effectif sur son territoire, garantir la sécurité intérieure et assurer que son territoire ne serve pas de tremplin à des forces négatives pour déstabiliser ses voisins. Ces dernières semaines, l'armée gouvernementale congolaise, les FARDC, avait lancé une offensive contre les rebelles du M23 qui avaient pris brièvement la ville de Goma l'année dernière et continuent de contrôler des territoires dans l'est du Congo. Les casques bleus de la MONUSCO qui appuient les FARDC déploient actuellement une nouvelle brigade d'intervention dont le mandat prévoit des opérations offensives contre les groupes rebelles, y compris le M23. Hier, la MONUSCO a publié un communiqué donnant 48 heures aux groupes armés à Goma et dans ses faubourgs nord de remettre leurs armes, citant des attaques répétées du M23 contre des positions des FARDC. Je me suis entretenu avec le président du M23, Bertrand Bisimwa, de cet ultimatum de la MONUC et de la réaction éventuelle des rebelles congolais si elle venait à user de la force pour faire respecter son ultimatum. Bien, à la première lecture de ce communiqué de la MONUSCO, nous constatons que nous ne sommes pas concernés parce qu'il s'agit des forces ou des personnes, d'après ce que dit le communiqué, armées qui se trouveraient sur l'axe Goma-Sake. Mais nous préférons rester prudents parce que s'il arrivait que l'on tentait de nous inclure dans ce communiqué-là, eh bien, nous dirons tout simplement qu'il était inadmissible que la MONUSCO, qui s'est tue pendant toute la durée des derniers affrontements entre nous et l'armée gouvernementale, choisisse ce moment où les combats se sont complètement arrêtés sur la ligne de front pour proférer des menaces guerrières au point de créer un climat de peur et d'inquiétude parmi les populations qui reprenaient déjà progressivement leurs activités.
Monsieur le Président, si vous étiez inclus dans ce communiqué et vous ne remettez pas les armes à la base de la MONUSCO et vous ne rejoignez pas un programme de démobilisation, la MONUSCO a dit qu'elle prendra toutes les mesures nécessaires pour désarmer, y compris l'usage de la force. Alors, allez-vous remettre vos armes et en cas d'usage de la force, qu'est-ce que vous allez faire? Mais nous avons l'impression que la MONUSCO marche à contre-courant de la réalité politique actuelle, marche à contre-courant des Nations Unies qui prônent une solution politique et qui nous encourage à discuter à Kampala et à trouver une solution pacifique à la crise. Que la MONUSCO nous dise que le processus de Kampala a échoué, que la MONUSCO nous dise qu'il est contre l'option des Nations Unies, que la MONUSCO est contre l'option de la CIRGEL, qu'elle est contre l'option de l'accord cadre. Comme ça, nous saurons comment nous comporter, comment nos troupes vont nous comporter vis-à-vis de la MONUSCO. La solution politique, dès lors qu'elle est trouvée, elle va définir de la manière dont vont se comporter nos troupes sur le terrain et les troupes FARDC. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et nous pensons que nous allons continuer à garder nos positions jusqu'à ce que nous trouvions une solution politique parce que nous avons maintenant le soutien de toute la communauté internationale dans l'option politique. Nous ne comprenons pas, il n'y a que la MONUSCO qui prône la solution militaire. On se demande quels sont les intérêts de la MONUSCO dans cette option militaire qu'il est en train de prôner. Et en cas de recours à la force, quelle serait votre réaction? Oui, notre position, si jamais la MONUSCO recourait à la force, eh bien, nos troupes n'auront pas de choix que celui de se défendre et de défendre la population qui est sous notre contrôle et de défendre leur position. Et nous n'aurons pas d'autre choix. Mais je peux vous rassurer que nous n'irons déranger personne là où il est. Nous ne tirerons jamais sur la MONUSCO, nous ne tirerons jamais sur les FARDC, nous ne tirerons jamais sur la population congolaise que nous protégeons. Donc, c'est là notre position. Mais si on nous attaque, nous nous défendrons. Le président du M23, Bertrand Bisimwa. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Nous arrivons à la République démocratique du Congo. Les chefs d'État de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs étaient donc en réunion aujourd'hui à Nairobi, au Kenya, pour examiner l'accord cadre de paix signé en février dernier à Addis Abeba par 11 pays en vue de la stabilisation et la paix en RDC. Ce sommet extraordinaire intervient après la reprise des hostilités il y a 2 semaines entre les forces armées de la RDC et les rebelles du M23. Hier, les Nations Unies avaient donné 48 heures aux rebelles du M23 pour déposer les armes à la base de la MONUSCO à Goma et rejoindre le programme de démobilisation, faute de quoi ils seront considérés comme une menace pour les civils. Et dès lors, la MONUSCO prendra toutes les mesures qui s'imposent pour les désarmer, y compris l'usage de la force conformément à son mandat et à son action tel que défini dans les textes portant création, fin mars dernier, d'une brigade d'intervention de l'ONU. Réaction du M23, le M23 qui se dit pas concerné par l'ultimatum des Nations Unies. Le Congo. Info zapping du jeudi. Niveau qui rassemble les 11 pays africains signataires il y a 6 mois de l'accord cadre paix pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs. À cette occasion, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a dans un message exhorté tous les signataires à respecter leurs engagements, y compris en ne tolérant et en n'en apportant aucune assistance aux groupes armés. Monsieur Ban a par ailleurs évoqué les défis restants, tout en exprimant sa grave préoccupation devant les informations persistantes, faisant état de meurtres, recrutements forcés et détentions illégales de civils, dont des enfants, par le mouvement du 23 mars et d'autres groupes armés. Ces activités constituent des violations graves des droits humains et doivent cesser immédiatement, a-t-il rappelé. Tout d'abord, le point de la première journée du sommet avec Michel Joseph.
Pour les dirigeants rassemblés dans la capitale kenyane, il s'agit d'approfondir les acquis de l'accord cadre signé en février dernier. Parmi les engagements pris à cette occasion pour faire avancer les efforts de paix dans la région, la non-immixtion dans les affaires intérieures des pays voisins. Mais, selon les Nations Unies, des organisations de défense des droits de l'homme et certains pays occidentaux, le Rwanda et l'Ouganda continuent d'appuyer des groupes armés dans l'est de la RDC, y compris le M23. La représentante spéciale des Nations Unies pour les Grands Lacs, Mary Robinson, a dit espérer que le sommet de Nairobi permettra aux participants de mettre fin à ce genre de soutien. Les activités de soutien aux groupes armés par différentes parties signataires de l'accord cadre sont contraires à l'esprit et à la lettre de cet accord et doivent prendre fin, a souligné Mme Robinson. Kigali et Kampala ont toujours démenti appuyer les rebelles congolais. Le président ougandais Yoweri Museveni a déclaré qu'il incombait au gouvernement congolais de mettre un terme à l'insécurité dans le pays. Malheureusement, la RDC n'a pas créé une armée pour exercer un contrôle effectif sur son territoire, garantir la sécurité intérieure et assurer que son territoire ne serve pas de tremplin à des forces négatives pour déstabiliser ses voisins. Ces dernières semaines, l'armée gouvernementale congolaise, les FARDC, avait lancé une offensive contre les rebelles du M23 qui avaient pris brièvement la ville de Goma l'année dernière et continuent de contrôler des territoires dans l'est du Congo. Les casques bleus de la MONUSCO qui appuient les FARDC déploient actuellement une nouvelle brigade d'intervention dont le mandat prévoit des opérations offensives contre les groupes rebelles, y compris le M23. La MONUSCO a publié un communiqué donnant 48 heures aux groupes armés à Goma et dans ses faubourgs nord de remettre leurs armes, citant des attaques répétées du M23 contre des positions des FARDC. À noter que selon Radio Okapi, le gouvernement congolais soutient l'ultimatum de 48 heures lancé par la MONUSCO. Cet ultimatum de la MONUSCO a le soutien total du gouvernement de la RDC parce qu'il s'inscrit dans le droit fil des recommandations faites à la MONUSCO par la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies, a déclaré le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, dont les propos étaient donc relayés par Radio Okapi. Et toujours selon cette radio, pour le ministre congolais, cette mesure de la MONUSCO va dans le sens de mettre fin au calvaire que subissent les populations de la RDC dans cette province du Nord Kivu. Par contre, d'après l'agence Reuters, la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, a fait valoir que l'ultimatum de la MONUSCO a surpris les dirigeants africains et pourrait facilement dérailler les pourparlers de paix en cours à Kampala. Le Rwanda est largement soupçonné de soutenir le M23, ce que Kigali dément. Toujours selon Mme Mushikiwabo, les dirigeants au sommet de Nairobi auraient exprimé leur ferme soutien aux négociations tenues en Ouganda entre la RDC et le M23, mais selon Reuters, certains diplomates disent que, en fait, ces négociations sont au point mort. On enchaîne. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Oui, les groupes armés du Nord Kivu ont jusqu'à aujourd'hui donc 16 heures pour déposer les armes ou décamper d'un périmètre de sécurité dressé autour de la ville de Goma et de ses environs. Ultimatum lancé par l'ONU qui menace de lancer à l'assaut de ses troupes sa brigade d'intervention en cours de déploiement dans la zone depuis la mi-mai. Olivier Roger, bonjour. Bonjour. Alors, on l'a dit, l'ultimatum exprime là dans quelques temps et selon la MONUSCO, plusieurs groupes ont manifesté leur volonté de rejoindre le processus de démobilisation et désarmement, mais le principal d'entre eux, le M23, affirme qu'il ne bougera pas de ses positions. Oui, c'est parfaitement résumé et pour l'instant, à quelques heures de cet ultimatum, la MONUSCO se veut optimiste. Nous espérons que le message est passé, commente le directeur de l'information, Charles Bambara, qui relève aussi que quelques groupes d'hommes armés ont contacté la MONUSCO en vue de déposer les armes et de rejoindre le processus de désarmement. Il n'indique pas pour autant combien de personnes ont répondu à cet appel. Du côté du M23, c'est une fin de non-recevoir qu'a reçu la MONUSCO. Le principal groupe armé dans cette région ne se sent pas concerné par l'ultimatum. Il dit n'être pas présent sur cet axe Goma-Saké sécurisé, ce périmètre sécurisé défini par les Nations Unies. Le M23 a cependant des hommes postés à 10 km de Goma, dans la localité de Kibati, une localité qui n'est pas encore inclue dans le périmètre de sécurité. Une patrouille du mécanisme conjoint de vérification
vérification, l'organe mis en place par la conférence régionale sur les Grands Lacs devrait se rendre sur les lieux dans la journée, d'après un responsable de l'armée congolaise, et ce afin de vérifier si les groupes armés ont ou non quitté cette zone de sécurité. À Goma, d'après des témoignages recueillis ce matin, la population a accueilli avec un mélange d'enthousiasme et de scepticisme la mise en place de cette zone de sécurité. Les Congolais attendent de tester l'efficacité de cette nouvelle brigade d'intervention mise en place par les Nations Unies et qui est chargée de neutraliser les nombreux groupes armés qui sévissent dans la région. Olivier Roger. Alors si les situations est critique, on l'a vu Vous écoutez Zapping Info Congolaise. RDC, expiration de l'ultimatum de la MONUSCO. Notre consoeur Radio Okapi rapporte que le commandant de la force de la MONUSCO, le général Alberto dos Santos Cruz, a donné une conférence de presse à quelques heures de la fin de cet ultimatum, affirmant que la mesure de sécuriser la zone Goma-Saké et ses environs vise à protéger plus d'1 million de populations civiles, parmi lesquelles des déplacés. Il a affirmé que cette mesure permet aux groupes armés et à ceux qui détiendraient des armes de les déposer au point de ramassage et contribue ainsi à ramener la sécurité au Nord Kivu. Mais l'analyste politique Maître Bienfait Manegabé conteste cette interprétation des faits. Il commence par la situation dans sa ville après l'expiration de l'ultimatum. En fait, ce que lui était en train de dire, je pense que c'est le type d'annonce qu'on a toujours eu lorsqu'il y a une quelconque diminution de confiance vis-à-vis de la population ou un certain scepticisme, comme c'est le cas. Donc, je l'ai suivi autant lui que d'ailleurs le commandant de la force d'intervention de la MONUSCO, le Tanzanien, le général tanzanien, qui lui était clair en disant que certainement nous ne sommes pas venus nous battre, nous sommes venus désarmer. Alors on se demande est-ce que entre lui et le commandant en chef de la MONUSCO, vous sentez que soit qu'ils parlent le même langage mais à des mots différents, ou soit carrément chacun a sa vision et sa mission qu'il doit mettre en place. Non. Mais ce qui est vrai, c'est que ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas désarmer un groupe armé sans pour autant se battre. Mais la situation reste la même, parce que exactement la MONUSCO ou la force d'intervention n'est pas venue pour remplacer la police. Les armes qui font mal concernent plus les particuliers, et les particuliers n'utilisent pas ces armes contre l'État, directement contre les autres. Donc vous dites comme le M23 que le M23 n'est pas concerné parce que l'axe Goma-Saké n'est pas là où les M23 se trouvent. Oui, mais je ne dis pas comme le M23, je vous parle comme un analyste, un observateur de la vie politique, un acteur d'ailleurs. Je vous dis tout simplement qu'ils sont tombés dans le même piège. Ils ont donné au M23 un argument en disant, ok, c'est un ouf de soulagement pour le M23 en disant que tant qu'ils ne sont pas sur l'axe Goma-Saké et Goma, quelque chose comme Mouni qui est un peu plus au nord de l'aéroport de Goma, là où se trouvent les forces armées de la RDC, donc ils ne sont pas concernés. C'est aussi un aveu de l'impuissance face à ces groupes armés, parce qu'ils se mettent maintenant au même diapason que les forces armées de la République démocratique du Congo, étant donné que le périmètre concerné par ce désarmement, c'est un périmètre qui est contrôlé par les FARDC. C'est ce qui est paradoxal. Donc, on ne sait pas s'il faut désarmer le FARDC ou il faut désarmer un groupe armé. Monsieur Manegabé, vous ne voyez pas donc de possibilité d'affrontement entre le M23 et la force d'intervention, ni même la MONUSCO de façon générale? Non, mais écoutez, si ces affrontements devraient avoir lieu, ça fait maintenant une éternité qu'on les attendait. Et heureusement ou malheureusement pour eux, vous sentez que le fait pour notre pays de ne pas savoir sécuriser sur le plan international et définir les types d'aide dont il a besoin, fait que tous ces aventuriers, en fait, je ne dis pas que les ONISET sont des aventuriers, mais vraiment, on n'est pas loin de les dire. Ils viennent, ils nous prennent finalement comme des souris de laboratoire. Ils passent à longueur de journée à la télé, à la radio, en train de nous faire croire en l'existence d'une amélioration des conditions, en faisant des effets d'annonce. Et tout ça, non, mais écoutez, Pourtant, monsieur Manegabé, la presse parlait d'ultimatum au M23 et vous semblez dire qu'en réalité, ça ne concerne pas le M23 et qu'il n'y aura pas du tout de conséquences pour le M23.
Non, mais moi je vous dis qu'il faut justement qu'au niveau de la presse internationale, chez moi, il faut éviter de traiter des informations avec beaucoup de négligence parce que la vie des gens, l'espoir des gens en dépendent. Eh bien, c'était l'analyste politique Maître Bienfait Manegabé qui nous parlait de Goma. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Démocratique du Congo, alors que s'achève l'ultimatum de la mission de l'ONU aux rebelles du M23 qui avait jusqu'à aujourd'hui à 16h temps universel pour tiquer Goma. Les associations du Nord Kivu qui donnent à leur tour 2 semaines à la brigade de l'ONU pour agir, faute de quoi elles demanderont à la population de se désolidariser d'elle et de mener des actions de grande envergure pour l'y contraindre, sinon à plier simplement bagage. Forte de 17 000 hommes et chargée de la protection des civils, la MONUSCO a un budget d'environ $1 milliard par an et fait l'objet de nombreuses critiques du fait de son incapacité à sécuriser la zone de Goma où le M23 est très actif. La RDC, ou le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, constate par ailleurs une hausse vertigineuse des violences sexuelles. Les précisions, c'est avec le porte-parole du HCR, Fatoumata Le Jeune Kaba. Depuis le début de cette année, nos collègues dans le Nord Kivu ont enregistré 705 cas de violences sexuelles, parmi lesquels il y a 619 cas de viol. Quand on compare à la même période l'année dernière, on n'avait enregistré que 108 cas. Cela montre donc que les incidences de viol sont en augmentation. Ça arrive au moment où, en même temps, il y a la résurgence de combats dans l'est de la RDC, avec les affrontements entre le mouvement du M23 et l'armée congolaise, et puis plus récemment avec les rebelles ougandais de l'ADF. On a observé que la plupart du temps déjà, les cas de viol qui sont rapportés sont des cas de viol commis par des hommes armés. Et le Nord Kivu, depuis la fin de l'année dernière, connaît une résurgence de combats entre groupes armés différents, entre l'armée nationale et les rebelles du M23 principalement. Et à cela s'ajoute maintenant l'ADF qui est ougandais. En plus, à chaque fois qu'il y a des combats, les populations déplacées sont prises dans les feux. Et ce que nous disent les civils qui subissent des violences sexuelles, c'est que très souvent c'est un acte punitif. Quand un groupe pense qu'ils soutiennent l'ennemi, il y a plus de viols, comme pour les punir de ce soutien présumé. Info zapping du vendredi. De la République démocratique du Congo, les groupes armés ont imposé une nouvelle loi aux familles des villages qu'ils contrôlent. Chacune d'entre elles devra acheter une arme à feu auprès du groupe armé local pour éviter de faire face à des conséquences fâcheuses. Les précisions de Michel Joseph. Ce ne sont pas les armes qui manquaient déjà dans le Massissi. Maintenant, et d'après de nombreuses personnes qui ont fui la violence, posséder une arme à feu est devenu pratiquement une obligation dans certains des villages de ce territoire. Ces personnes déplacées qui appartiennent à différentes ethnies de la région vivent dans un camp au village de Chacha, non loin du Massissi. Le soi-disant président du camp, Adolphe Bonane, est un pygmée. Selon Bonane, ceux qui essaient de retourner à leur village pour s'occuper de leurs champs se voient dire par les groupes armés qu'ils doivent acheter des armes à feu. Et une dizaine de ses compagnons, dont Nirumba Vuleta, le confirment. Vuleta a affirmé avoir été harcelé quand il est retourné à son village. Les hommes armés qui contrôlent le secteur lui ont dit que puisqu'il a un champ, il doit avoir un fusil et s'il n'en achète pas un, il devra partir. Mais ce n'est pas tout, explique le président du camp, Adolphe Bonane. Il y a une troisième option, travailler comme un esclave. Selon Bonane, on force les villageois à acheter des fusils pour qu'ils puissent défendre leur village en cas d'attaque. Ceux qui ne se plient pas à cette décision sont obligés de travailler sans paix comme gardiens. Et si les désaccords avec le groupe armé local persistent, ils risquent de perdre leurs terres. Cette nouvelle loi sur les achats d'armes a été imposée en mai dans les territoires de Massissi et de Walikale par les milices Nyatura et Raya Mutomboki.
En avril, dit encore Bonahane, un AK-47 coûtait seulement 25 ou 30 $ dans les territoires en question. Selon lui, des politiciens et certains officiers de l'armée fournissent ces armes, mais il a, comme beaucoup d'autres, refusé de s'armer pour éviter d'être pris pour des combattants rebelles. Parmi les politiciens identifiés par Adolphe Bonahane, Jean Bosco Sebichimbo, un député provincial du Nord Kivu, qui dément. Ça me fait rire quand les gens cherchaient à salir le nom de l'honorable Sebichimbo Jean Bosco. Bon, certainement, les politiciens, mais je ne saurais pas vous dire XY, mais pour les M23, il se prononce, ce n'est pas question de commencer à citer XY, et même ils sont là-bas. À la MONUSCO, une source dit qu'une équipe se rendra au camp de Chacha pour enquêter sur ces allégations. Toujours concernant la RDC, on signale la fin du sommet de haut niveau qui a rassemblé pendant 2 jours à Nairobi au Kenya les 11 pays africains signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région des Grands Lacs. Et sur le terrain, dans l'est de ce pays, expiration de l'ultimatum de la MONUC hier. Notre consoeur Radio Okapi a rapporté que le commandant de la force de la MONUSCO, le général Alberto dos Santos Cruz, a donné une conférence de presse à quelques heures de la fin de l'ultimatum, affirmant que la mesure pour sécuriser la zone Goma-Sake et ses environs vise à protéger plus d'1 million de civils, dont des déplacés. Mais selon l'analyste politique Maître Bienfait Manégabe, il n'est pas tout à fait d'accord avec cette interprétation des faits. En fait, ce que lui était en train de dire, je pense que c'est le type d'annonce qu'on a toujours eu lorsqu'il y a une quelconque diminution de confiance vis-à-vis de la population ou un certain scepticisme, comme c'est le cas. Donc, je l'ai suivi, autant lui que d'ailleurs le commandant de la force d'intervention de la MONUSCO, le général tanzanien, qui lui était clair en disant que certainement ne sommes pas venus nous battre, nous sommes venus désarmer. Alors on se demande est-ce que entre lui et le commandant en chef de la MONUSCO, vous sentez que soit qu'ils parlent le même langage mais à des mots différents, ou soit carrément chacun a sa vision et sa mission qu'il doit mettre en place. Non. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas désarmer un groupe armé sans se battre. Mais la situation reste la même, parce que exactement la MONUSCO ou la force d'intervention n'est pas venue pour remplacer la police. Les armes qui font mal concernent plus les particuliers, et les particuliers n'utilisent pas ces armes contre l'État, directement contre les autres. Donc vous dites comme le M23 que le M23 n'est pas concerné parce que l'axe Goma-Sake n'est pas là où les M23 se trouvent. Oui, mais je ne dis pas comme le M23. Je vous parle comme un analyste, un observateur de la vie politique, un acteur d'ailleurs. Je vous dis tout simplement qu'ils sont tombés dans le même piège. Ils ont donné au M23 un argument en disant, OK, c'est un ouf de soulagement pour le M23 en disant que tant qu'ils ne sont pas sur l'axe Goma-Sake et Goma, quelque chose comme Mouni qui est un peu plus au nord de l'aéroport de Goma, là où se trouvent les forces armées de la RDC, donc ils ne sont pas concernés. C'est aussi un aveu de l'impuissance face à ces groupes armés, parce qu'ils se mettent maintenant au même diapason que les forces armées de la République démocratique du Congo, étant donné que le périmètre concerné par ce désarmement, c'est un périmètre qui est contrôlé par les FARDC. C'est ce qui est paradoxal. Donc, on ne sait pas s'il faut désarmer le FARDC ou il faut désarmer un groupe armé. C'était de Goma l'analyste politique, Maître Bienfait Manégabe. Il était joint par Idrissa Sedoudia. Et on enchaîne.